C'est vrai que la médiumnité, on peut la retrouver sous plein de formes différentes. Moi, je suis vraiment de celles qui croient, tu vois, qu'il existe autant de formes de médiumnité que de médiums sur Terre. Je pense que il y a des choses en fait qui se relient, mais ça va dépendre aussi beaucoup des personnes, de leurs propres expériences aussi justement, de comment est-ce qu'elles vont expérimenter ça. Moi, pour le coup, ça va s'expérimenter via la clairaudience, la clairvoyance, clairconnaissance, enfin, voilà, un peu de tout ça mélangé. Puis c'est comme plein de pièces de puzzle après que j'assemble entre elles pour essayer de comprendre le message qu'on essaye de me transmettre. Mais quand j'étais petite, c'était beaucoup par la vue et par l'ouïe, donc clairaudience et clairvoyance. Et si tu veux, ce que c'était tout simplement des voix qui... Alors, je saurais pas te dire exactement les phrases qu'on me disait vraiment, mais c'était des choses, moi, qui m'effrayaient beaucoup, en tout cas, en tant que petite fille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien d'une médium, Charlotte Clair, qui, à seulement 27 ans, propose déjà des contacts défunts et des guidances holistiques. Charlotte est également la créatrice d'un podcast qui s'appelle Histoire Céleste. Alors, dans cet échange, on va revenir sur son histoire, bien sûr, sur ses perceptions, sur sa compréhension de son contact à l'invisible et son éthique de travail. Je remercie très sincèrement Charlotte pour sa sincérité et sa bienveillance. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Charlotte et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis très content de te recevoir dans ce podcast. Ceux qui ne te connaissent pas peuvent te retrouver sur ton compte Instagram qui s'appelle Histoire Céleste. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et te présenter ? Oui, déjà merci beaucoup Xavier à toi pour l'invitation sur ce podcast que j'affectionne particulièrement. Je suis une auditrice depuis déjà un certain moment, donc c'est un honneur vraiment pour moi d'être invitée. Voilà, c'est un peu comme la boucle est bouclée, quoi, tu vois. Donc vraiment, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à toi pour ce partage qui, j'en suis sûre, sera riche. Et pour me présenter, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans et je suis médium et guide holistique. Alors médium, ça va vraiment être pour toute la partie où, disons que j'ai une activité qui s'oriente beaucoup autour de la communication avec les défunts. Donc je propose ce qu'on appelle des contacts défunts. Et la seconde partie de mon activité, quand je parle de guide holistique, c'est aussi tout l'aspect guidance, puisque je fais aussi beaucoup de guidance au travers du tirage de cartes. J'utilise aussi mes capacités médiumniques, mais j'utilise d'autres supports tels que le tirage de cartes ou la numérologie. Et je facilite aussi des espaces, en fait, notamment au travers de cercles et rituels en ligne et en présentiel, au travers de différents passages clés dans l'année. Donc voilà, pour vraiment, l'idée, c'est vraiment de guider les âmes qui croisent ma route à se reconnecter à leur spiritualité et à leur propre chemin. Voilà, si je peux me présenter un peu comme ça et présenter mon activité, c'est comme ça que je le définirais. Et j'ajoute que tu as aussi un podcast qui s'appelle Histoire Céleste pour le coup. Oui, c'est vrai, exactement, et on en parlait justement à l'instant. J'ai un podcast également que j'adore, que voilà, j'adore faire ça, mais c'est vrai que, comme tu le sais, ça demande du temps et ça demande de l'organisation, et c'est vrai que ce début d'année a été assez mouvementé pour moi, ce qui fait que j'ai encore du mal à trouver mon équilibre. Mais oui, j'ai déjà réalisé plusieurs épisodes où je parle justement de mon parcours, avec d'autres invités aussi, au sujet voilà, de la spiritualité, de la vie de manière générale, et des sujets aussi autour de ma médiumnité, ouais. Super. Tu l'as dit, tu as des capacités médiumniques. Est-ce que tu peux nous en dire plus et notamment savoir si ces capacités, elles étaient déjà là quand tu étais enfant ? Alors totalement, je suis née comme ça s'est vraiment déclenché dans mes premiers souvenirs, tu vois? Donc je sais pas quel âge j'avais, mais quand tu as tes premiers souvenirs d'enfant, vers l'âge de 5 ans, 4-5 ans, c'est là que, ça a toujours fait partie de moi, en fait. Quand j'étais petite, ça a été assez compliqué et ouais, assez compliqué et difficile pour moi, dans le sens où je suis pas forcément née dans une famille très spirituelle, ou du moins très tournée vers le monde ésotérique, énergétique, et cetera. Même une famille plutôt athée, quoi, où la religion, on en parlait, mais voilà, la religion, la spiritualité, le monde invisible, toutes ces choses-là, on
on en parlait, mais sans trop en parler non plus. Donc, si tu veux, quand je faisais part un petit peu de tout ça avec moi, mes mots d'enfant, voilà, quand j'étais petite, je disais pas, bon, ben, je suis médium, mais voilà, j'avais peur, par exemple, de dormir le soir. C'était impossible pour moi de dormir toute seule. Voilà, je faisais part de plusieurs choses et c'est vrai qu'au début, mes parents ont jamais trop compris, en fait, ce qui se passait pour moi. Donc, j'ai vu pas mal de pédopsie, etc., pour essayer d'améliorer justement toute la question autour du sommeil. Et puis, petit à petit, en grandissant, du coup, je me suis beaucoup détachée de ça, de ces capacités-là. Je crois que je me suis aussi beaucoup fermée inconsciemment par peur, justement, parce qu'il y a certaines choses, certaines rencontres qui m'ont vraiment traumatisée quand j'étais petite. Puis le fait de pas avoir le contrôle aussi sur ça. En fait, je pense que c'est pas qu'une question de contrôle, mais c'est une question de compréhension. À partir du moment où tu commences à poser des mots dessus et à le comprendre, c'est comme un peu apprendre une langue étrangère, tu vois. Et à partir du moment où tu commences à comprendre comment ça fonctionne, bah, du coup, t'en as moins peur. Mais pour ça, il faut que quelqu'un puisse te guider, quoi, à un certain moment. Et donc voilà, je me suis beaucoup fermée à toutes ces capacités-là et c'est revenu à moi, après l'adolescence, dans ma construction de jeune adulte, justement où tu sais, tu as plusieurs signaux de ton corps qui te disent que, bah, tu pas trop à ta place, en fait, dans ce que tu fais, que peut-être qu'il y a d'autres choses qui t'attendent et où tu peux être davantage aligné et c'est à ce moment-là que c'est revenu et c'est à ce moment-là que, la vie a mis sur mon chemin, les bonnes personnes, les bons livres, les bons podcasts et cetera, jusqu'à ce que justement j'arrive à me réapproprier tout ça et à l'explorer vraiment, davantage. Ouais. Alors on va y revenir, mais tu parlais de tes nuits agitées. Concrètement, il se passait quoi, dans tes nuits, quand tu étais enfant? Oui, c'est vrai que la médiumnité, on peut la retrouver sous plein de formes différentes. Moi, je suis vraiment, de celles qui croient, tu vois, que, il existe autant de formes de médiumnité que de médiums, sur terre. Je pense que ça s il y a des choses, en fait, qui se relient, mais ça va dépendre aussi beaucoup des personnes, de leurs propres expériences aussi, justement, de comment est-ce qu'elles vont expérimenter ça. Moi, pour le coup, ça va s'expérimenter via, la clairaudience, la clairvoyance, clairconnaissance, enfin voilà, un peu de tout ça, mélangé. Puis c'est comme plein de pièces de puzzle après que j'assemble entre elles pour essayer de comprendre le message qu'on essaye de me transmettre. Mais quand j'étais petite, c'était beaucoup, beaucoup par, la vue et par, l'ouïe, donc clairaudience et clairvoyance. Et si tu veux, ben, ce que c'était tout simplement des voix qui alors, je saurais pas te dire exactement les phrases qu'on me disait vraiment, mais c'était des choses, moi, qui m'effrayaient beaucoup, en tout cas, en tant que petite fille. D'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, la vie m'a mis sur mon chemin, une amie que j'avais d'enfance, que j'avais perdue de vue, depuis très longtemps et en fait qui m'a dit, après coup que cette maison, dans laquelle je suis née, était connue pour être hantée. Enfin voilà, c'était vraiment connu par le village et cetera. Nous, à l'époque, enfin, quand j'ai dit ça à mes parents, ils disent: «Bah, on n'a jamais, soupçonné de quoi que ce soit par rapport à ça. Enfin, on s'est jamais dit ça». Mais en fait, oui, oui, elle était clairement hantée. Donc en fait, je dis ça dans le sens où, c'était une maison hantée par des entités. Je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait caractériser ça, à vrai dire, mais en tout cas, une énergie pas très lumineuse, tu vois? C'était assez sombre, donc les voix que j'entendais justement étaient assez, un peu menaçantes, on va dire. En fait, c'était, de ce que je me souviens, c'était à la fois, tu sais, à mi-chemin entre un esprit farceur et un esprit qui est quand même pas hyper bienveillant. Donc en fait, je pense que ça les faisait beaucoup rire, de me faire peur et puis en même temps, j'allais voir des ombres, j'allais voir, des comment dire? Des visages très sombres, très noirs, tout de suite, se mettre, devant mon visage, en fait, quand j'étais en train de dormir, par exemple. Donc voilà, ça allait se caractériser beaucoup par ça et principalement la nuit. Et quand est-ce que tu as compris réellement que ce que tu vivais, c'était, ce qu'on appelle de la médiumnité? Beh, tardivement, justement, quand j'étais petite, j'avais quand même un lien surtout, à la mort assez, particulier pour une enfant. Tu vois, par exemple, j'aimais beaucoup aller dans les cimetières. Moi, j'aimais toutes les histoires justement de sorcières qui pouvaient parler avec les morts, enfin toutes ces choses-là, moi, c'était quelque chose qui m'attirait, particulièrement. Vraiment, je disais toujours, par exemple, à mes parents qu'il y avait quelque chose après la mort. Je savais pas exactement quoi, mais moi, j'étais persuadée, j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose après la mort, tu vois? Il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, qui ont fait que,
déjà cette piste-là, elle se dessinait un petit peu, mais sans mettre le mot vraiment médium et tout ce qu'il peut y avoir derrière, justement en lien avec le monde de l'univers de la mort, en fait. Et c'est en grandissant, comme je te le disais, quand ces capacités sont revenues à moi, et quand je te disais que la vie a mis les bonnes personnes sur mon chemin, c'est aussi vis-à-vis justement bah voilà, du fait qu'un jour, j'en ai parlé, mais je sais même plus exactement comment ça s'est fait. J'en ai parlé avec quelqu'un, mais complètement par hasard. Enfin, vraiment, j'attendais pas forcément à ce qu'on me donne une piste ou quoi que ce soit, mais j'en parlais comme ça en disant, bah oui, bah moi, c'est vrai que la nuit, en fait, c'est revenu comme ça. C'est revenu par le fait que la nuit, il y avait des ombres qui revenaient. Ça me rappelait beaucoup mes souvenirs d'enfance, et j'ai commencé à reconnecter avec ça. Et quelqu'un m'a dit ah mais si tu veux je connais un médium peut-être qui pourra t'aider, peut-être qu'il pourra t'aiguiller. Moi un médium je savais pas vraiment exactement ce que c'était. Est-ce que c'était un voyant, tu vois? Est-ce que c'était je savais pas exactement et donc cette personne qui a été franchement un peu comme une sorte de «mentor» entre guillemets dans mes débuts franchement, a pu mettre des mots sur tout ce que je ressentais, sur vraiment toutes mes capacités et qui j'étais aussi quelque part parce que, bah, quand tu as une connexion comme ça, tu as aussi une sorte de sensibilité assez, décuplée, démultipliée, parfois l'impression aussi de savoir, beaucoup de choses de la vie de quelqu'un alors que cette personne-là, elle t'a rien dit. Enfin, tu vois, c'est des choses quand même quand tu n'as pas conscientisé ça, quand tu n'as pas mis de mots sur ça qui sont assez, déstabilisantes. Franchement, c'est pas évident à gérer et donc c'est cette personne qui m'a, donné les premières clés et qui a surtout mis ce mot-là, mis le mot, médium et toute, voilà, qui m'a expliqué aussi un peu, comment fonctionnait, grossièrement cet univers-là, quoi. Alors du coup, tu mets un mot sur, ce qu'est le fait d'être médium et quelque part, cette identité-là pour toi. Est-ce que tu comprends, le sens, le pourquoi moi en gros? Ben, écoute, ça fait partie un peu de plus trop maintenant, je crois que ça y est, j'arrive à m'en détacher, mais ça a été un très long parcours, un très long processus, le pourquoi moi et peut-être aussi le fameux syndrome, de l'imposteur. Je sais que c'est une expression, enfin un mot qu'on utilise un peu beaucoup, aujourd'hui, un peu à tout va, mais pour le coup, c'était vraiment ça. Enfin, en fait, j'ai eu beaucoup de mal, c'est pas forcément à accepter, si déjà il y a une part d'acceptation, mais ensuite il y a aussi une part de légitimité, tu vois? En fait, se sentir, légitime d'eux et effectivement le «pourquoi moi?». Donc ça m'a demandé un gros travail de déconstruction aussi, de se dire que, et c'est ce que je dis aussi beaucoup aujourd'hui dans mon podcast et dans toutes les communications que je peux faire, c'est que être médium pour moi, c'est avoir des capacités extrasensorielles, voilà, qui vont te servir à accomplir ta mission, que ce soit professionnellement parlant ou même dans ta vie personnelle. En fait, tu as même pas besoin forcément d'en faire ton métier comme moi j'ai décidé de le faire. Mais à l'image, par exemple, de quelqu'un qui va avoir, je sais pas, un don parce qu'il a cette capacité à transmettre des émotions par le chant, quelqu'un qui a un don dans la cuisine et qui a cette capacité à faire des plats avec rien alors que, bon, moi, même si j'ai plein de choses dans mon frigo, je saurais jamais faire une recette aussi bonne. Enfin, tu vois? En fait, ça demande, en fait, de déconstruire le truc de, tu as été choisi pour, quelque chose. Enfin, en fait, non. C'est juste une après, c'est vraiment mon point de vue, hein, c'est vraiment ma vision des choses, mais c'est voilà, c'est juste que tu as une capacité, comme, voilà, comme d'autres peuvent avoir un don pour, le chant, la danse et cetera et à toi de voir comment est-ce que tu as envie de l'exploiter, quoi. Il y a une phrase qu'on entend souvent, sur les réseaux ou même, quand on parle de médiumnité, c'est, «Oui, mais on est tous médiums». Toi, t'en penses quoi? J'avoue que je pense parfois que c'est aussi une question de termes et de la vision et l'interprétation que chacun d'entre nous, on a d'un mot. Pour moi, médium, c'est vraiment mon interprétation, mais je le relie vraiment au monde des morts principalement, au monde de l'invisible et justement à cette capacité à pouvoir communiquer avec des âmes, défuntes, des entités et cetera. Donc c'est vrai que de mon spectre, je ne pense pas que tout le monde soit médium. Je pense vraiment qu'on hérite ou du moins on est avec cette capacité ou ça nous arrive un jour dans notre vie suite à un accident ou que sais-je, pour une raison particulière. Parce qu'on a vraiment ça fait partie en fait de notre projet d'incarnation, de notre plan d'incarnation, de ce qu'on est venu aussi faire sur terre d'un point de vue collectif et à la fois individuel. Maintenant,
je pense quand même qu'on a tous et toutes une intuition extrêmement forte et souvent bien plus développée que ce que l'on pense. Et donc, on a aussi cette capacité, justement, à suivre notre intuition. Tu vois, l'intuition, c'est ne serait-ce, ah ben cette personne-là, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dérange. Ou bien, quand je rentre, voilà, je dis n'importe quoi, mais je suis en train de faire des visites pour acheter une maison. Et ben, quand je rentre dans cette maison, je sais pas expliquer pourquoi, mais il y a un truc qui fait que je me sens pas chez moi, je me sens pas à l'aise, c'est inconfortable. Donc tu vois, c'est à la fois de l'intuition et à la fois une certaine sensibilité, quand même aux énergies et au monde qui nous entoure, mais sans pour autant que ce soit quand même de la médiumnité. Tu vois, je fais quand même la distinction entre les deux. Oui, c'est-à-dire qu'on peut tous faire de la cuisine, mais on sera pas tous très doués pour la cuisine, quoi. On n'aura pas tous le talent qui fait qu'on est un super cuistot. Si on doit vulgariser, ouais, j'aurais tendance un peu à donner cette image-là. Oui, c'est ça. Donc tu l'as dit, tu communiques avec les défunts et tu fais de la guidance. Qu'est-ce qui t'attire le plus? L'énergie que ça demande, ce n'est pas du tout la même chose entre une guidance et un contact défunt. En fait, un contact défunt, ça va me demander de me brancher sur une fréquence qui n'est pas du tout la même par rapport à une guidance. Une guidance, c'est assez naturel pour moi, en fait, de me connecter à mes guides, d'être en communication avec eux, parce qu'en fait, ben, dans mon quotidien, c'est comme s'ils étaient un peu toujours là avec moi, tu vois. Donc, quand je suis en guidance, je suis en connexion avec mes guides qui, eux aussi, vont me transmettre des messages, que ce soit par la clairaudience, la clairvoyance, ou comme je le disais, via des supports comme le tirage de cartes, par exemple, les oracles, le tarot, peu importe. Donc ça va me demander quand même de me mettre dans une certaine bulle avant d'entrer en guidance, c'est-à-dire que je me mets dans un état un petit peu méditatif où voilà, je me sens vraiment connectée à 100%. Bien que je le sois connectée, je le suis un peu tout le temps, mais on va dire pas forcément à 100%. Parfois ça va être à 50%. Et ça me permet aussi dans ma vie quotidienne, d'avoir une vie aussi normale entre guillemets et de pas sans cesse être dans la réception d'informations que j'ai pas envie de recevoir forcément quoi, tu vois. Donc voilà, je me mets dans cet espace méditatif là, mais ça va pas me demander si tu veux beaucoup d'énergie. En revanche, un contact défunt, ça va me demander vraiment une grande énergie parce que c'est un peu l'image que je donne, c'est un peu comme si, imaginons que l'autre côté, tu le vois donc dans le ciel et nous, on est là ancrés sur la terre. Il y a une échelle, une grande échelle qui nous sépare du ciel et de la terre. Et ben moi, je vais monter à mi-chemin sur cette échelle et le défunt, lui, va descendre à mi-chemin. Donc lui, du ciel, il vient sur la terre et moi, de la terre, je vais au ciel. Un peu cette image-là. Et ça, par contre, ça demande énormément d'énergie. Très souvent, quand je finis une séance de contact défunt, mes pieds, je les sens même plus sur le sol, tu vois. J'ai vraiment l'impression que mes pieds volent au-dessus du sol, ce qui fait que je ne suis plus du tout ancrée. Donc après, ça me demande aussi un grand travail pour justement me réancrer sur terre, revenir un petit peu sur terre. Sinon, voilà, j'ai mes énergies, enfin mon esprit qui est totalement ailleurs. Typiquement, un autre exemple, j'évite le plus possible de prendre la route juste après avoir enchaîné des séances de contact défunt. Parce que ça m'est déjà arrivé et en général, je suis vraiment pas du tout attentive. Je suis là-haut en fait. Je suis vraiment clairement pas dans ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est pour essayer d'imager un petit peu pour les personnes qui auraient envie de comprendre comment est-ce que ça peut se matérialiser vraiment concrètement, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que ça va demander du coup une grande énergie et ça va du coup avoir beaucoup d'impact aussi sur ma fatigue et puis je peux pas faire ça toute la journée, hein, c'est impossible. Des séances de contact défunt, j'en fais 1 à 2 maximum par jour. 3, c'est le plus que je peux et c'est rare que j'en fasse 3, tu vois? Ouais. Et quelque part, quel est l'exercice que tu préfères et pourquoi? Ah! J'adore les 2. Vraiment, j'adore les 2 et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai fait en sorte dans mon planning, de réservation, de pouvoir un peu avoir 50-50, que ce soit pas uniquement des contacts défunts et que ce soit pas uniquement des guidances non plus. Parce que c'est vraiment cet équilibre entre les 2 qui m'anime, profondément parce qu'en plus, c'est vraiment, 2 pratiques qui sont vraiment différentes, avec des outils assez similaires et des perceptions assez similaires parce que comme je te le disais, dans les 2, je vais avoir de la clairaudience, de la clairvoyance et cetera. Mais ce qui va en ressortir comme information et comme énergie, comme vibration,
c'est très différent. Donc voilà, je dirais que de manière générale, vraiment, j'aime beaucoup avoir cet équilibre entre les deux. Mais c'est vrai que si je devais vraiment n'en choisir qu'un, je pense que j'aurais tendance quand même à choisir le contact défunt dans le sens où euh, la connexion avec les défunts, c'est une énergie de sérénité, quelque chose de tellement paisible, d'amour, de lumière, que enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, que tu ne peux pas retrouver ailleurs qu'en étant connecté là-haut. Tu vois, il y a vraiment un truc qui est, je sais pas, qui est indescriptible, vraiment une énergie comme ça, divine, qui est tellement belle et puis c'est tellement beau en fait de pouvoir transmettre ces messages-là que voilà, je pense que je dirais le contact défunt, mais c'est l'équilibre encore une fois entre les deux qui me permet aujourd'hui de savourer tous les instants, quoi. Ouais, j'imagine qu'il y a une dimension émotionnelle particulière à faire un contact défunt pour le coup. Oui, oui, et ça aussi, c'est pour ça que parfois j'avoue que j'aime bien faire une guidance, même si dans les guidances aussi parfois il y a des parcours de vie et des histoires qui moi, franchement si je peux ouais, si je peux dire me foutent une claque quoi, tu vois? Des fois c'est assez dur aussi enfin c'est des leçons de sagesse aussi parfois en fonction des histoires, c'est assez fort. Mais de manière générale, j'aurais tendance à dire qu'une guidance va être beaucoup plus légère qu'un contact défunt. Typiquement, quand je suis dans une énergie où je suis extrêmement fatiguée ou même moi dans ma vie personnelle, je vais rencontrer des difficultés, je vais avoir, plus de difficultés peut-être à faire un contact défunt et parce que ça demande aussi une certaine prise de recul, vis-à-vis des émotions justement, ouais. Bien sûr. On va revenir sur la guidance, mais pour terminer sur le contact défunt, tu as fait un épisode spécifiquement sur ce sujet-là, épisode que j'ai vraiment trouvé passionnant. Et du coup, je vous encourage à tous à aller l'écouter. Et dans cet épisode, si je dis pas de bêtises, tu disais quelque chose qui m'a interpellé. Tu disais que tu pouvais communiquer avec un défunt quand bien même il se serait réincarné. Oui, exactement. Et ça, tu vois, c'est la première fois que j'en entendais parler. Et du coup, j'avais envie de creuser ce point-là avec toi. Comment, du coup, c'est possible, selon ta compréhension, sachant que jusqu'à présent, en ce qui me concerne, tous les médiums que j'ai interrogés à ce sujet me disaient bah non, telle personne, elle s'est réincarnée, ça va pas être possible le contact. Là aussi, c'est une question très intéressante, parce qu'en fait, justement, en écoutant, des podcasts, en étant, confrontée aussi à d'autres points de vue, que le mien et d'autres expériences, notamment sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit: «Tiens, ça, c'est drôle» parce que moi, depuis le début, ça a jamais été un souci, quoi. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Peut-être que ça dépend alors j'ai l'impression, encore une fois, de mon expérience, de ce qu'on peut me montrer, de ce qu'on peut me dire et me donner comme information, que le monde de l'invisible est de l'autre côté, en termes d'espace-temps et de notion du temps aussi, fonctionne très différemment de chez nous. Moi, comme on me le montre, c'est un peu comme si finalement tout était superposé et que toutes nos vies avaient des liens les unes entre les ailes, entre les unes entre les autres. Et c'est pas forcément que toutes les vies se vivent dans le même temps, mais presque. Il y a comme un truc un peu comme ça, tu vois. En fait, c'est que nous, avec notre esprit humain, on voit les choses de manière très linéaire. Il y a un avant, un pendant et un après, tu vois. Et en fait, les choses, elles peuvent pas interférer entre elles, du coup, parce que c'est vraiment comme linéaire. C'est comme tu dis, une vie antérieure. Et moi-même, d'ailleurs, j'utilise le mot vie antérieure sans cesse. Pour autant, dans mon expérience et dans ce qu'on a pu me donner comme information, je pense qu'on pourrait plutôt parler de vie parallèle plutôt que de vie antérieure. Et c'est ce qui m'amène à cette conclusion où parfois, une âme réincarnée, on me dit que voilà, ces énergies, elles sont trop occupées justement à ce projet-là d'incarnation qu'on ne peut pas aller chercher l'âme du défunt parce que ben voilà, ces énergies sont trop déployées dans ce projet, dans cette nouvelle mission, dans ce nouveau chemin, ce qui fait que c'est trop difficile pour elles de se décupler, entre guillemets, et de venir pour un contact défunt. Parce qu'un contact défunt, faut le dire, c'est aussi beaucoup d'énergie pour moi, mais aussi beaucoup d'énergie pour le défunt. Donc parfois, par exemple, quand c'est le début de la réincarnation, ça peut être un petit peu compliqué. Et au fur et à mesure, après, ça se décante.
Et en fait, l'image souvent que je donne, parce que c'est celle qu'on m'a donnée, c'est un peu comme si, tu vois, c'est un peu, tu sais, un poulpe. Donc ça, c'est vraiment c'est le noyau, le poulpe. Et après, il a plein de tentacules. Et donc, c'est toutes ces incarnations différentes. Donc, je sais pas, par exemple, moi, Charlotte, j'ai certainement dû m'incarner une fois en tant que Marie. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, la tentacule de Marie, ben, on peut entrer en contact avec elle. Et pour autant, la tentacule de Charlotte, elle est en train de bouger, elle est en train de faire sa vie et ça pose pas de soucis. Je sais pas du tout si je suis claire quand j'explique ça, mais en fait, moi, c'est vraiment comme ça que je me le représente. Donc, je dirais que parfois, ça peut être un frein à la communication, mais ça peut ne pas l'être aussi, tu vois. D'accord. Bah, écoute, expérience à réaliser parce que pour le coup, Heu, je suis curieux de ça et effectivement, c'était la seule personne que j'ai entendu, hem, bah, expliquer, que tu pouvais le faire. Donc c'est intéressant, ça ouvre encore d'autres portes comme quoi, à chaque fois, nos vérités, nos croyances, sont toujours remodelées en permanence. Hem, Qu'en ce qui concerne la guidance, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est, ton guide qui fait un peu office de: «OK, allez, je gère et je te donne les infos»? Ou est-ce que tu te connectes au guide, des personnes que tu as en face de toi? Ou est-ce que tu connectes quelque part à la conscience supérieure ou ce qu'on appelle l'âme, plus vulgairement, de la personne en face de toi? Comment ça se passe exactement? Bah, c'est un peu des 3. C'est un peu des 3. Chaque guidance est vraiment, différente. Parfois, c'est rare, mais parfois, par exemple, je peux avoir un défunt aussi qui se présente et qui donne des informations pour la personne parce que, le défunt, serait en quelque sorte aussi, un guide, aurait aussi le rôle de guide, pour cette personne-là. Mais c'est assez rare, hein, je tiens à le souligner quand même, dans notre équipe spirituelle, dans notre équipe de guides et cetera. Il peut y avoir des proches défunts, mais souvent ça va plutôt, de mon expérience encore une fois, plutôt être des ancêtres, pas des défunts partis hier, quoi, tu vois, parce que eux aussi, en fait, ont besoin de faire leur propre chemin. Donc, parfois, il peut y avoir ce cas de figure-là. L'âme de la personne, ça, c'est systématique. Donc, comme tu dis, toi, tu l'appelles sa conscience supérieure. Ben, voilà, c'est vraiment cette conscience-là qui va me donner des informations, principalement. Et ensuite, je vais avoir mes guides qui, eux, bah voilà, me donnent parce que pour moi, en fait, mes guides, ce sont mes traducteurs, parce qu'on parle la même langue. Et donc, ils vont me transmettre des informations, voilà, qui me permettent parfois d'y voir un petit peu plus clair. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont ouais, ils vont te donner en fait, ils vont traduire ça dans ton code à toi, dans ton code de médiumnité, qui fait que, une information que tu aurais reçue et que tu saurais pas forcément analyser, ils te disent: «Bah si, tiens, ça correspond à cette image» et ça t'aide à faire la liaison, c'est ça? Exactement, c'est totalement ça. Donc, je dirais que principalement, c'est mes guides et l'âme, la conscience supérieure de la personne. OK. Est-ce qu'à ton avis, ils ont le même degré d'information, tu vois? Ou qu'est-ce qu'on peut aller chercher, dans une conscience supérieure qu'on ne pourrait pas aller chercher, chez un guide, comme information? Je pense que la conscience supérieure, elle va, ce que moi, du coup, j'aurais tendance à appeler, l'âme dans mon langage, elle va vraiment avoir tendance à connaître le chemin le plus juste et le plus bénéfique pour la personne, puisque ça fait référence à elle, ses choix d'incarnation quelque part. Quand elle a choisi de s'incarner, voilà les informations en gros que tu peux lui transmettre pour le petit guide d'utilisation de l'âme et du plan d'incarnation qu'elle a choisi. C'est comme ça que je l'interprète. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que peut-être que j'ai pas énormément défini ce que c'était une guidance avec moi, mais on va pas parler de voyance. Je vais très peu avoir d'éléments de voyance parce que dans ma pratique et dans ma vision des choses, dans la vie, je crois beaucoup au libre arbitre, à moindre mesure. Je pense que parfois on l'a pas forcément, parfois on l'a, ou peut-être que on croit l'avoir alors qu'en réalité on l'a pas. Mais euh, en tout cas, j'aurais tendance à dire que on a des carrefours dans nos vies où on peut prendre à droite, on peut aller tout droit ou on peut prendre à gauche. Tu vois, la première, la deuxième ou la troisième sortie. Et en fait, les guidances que je propose ont justement vocation à faire les choix, non pas les bons ou les mauvais choix, mais les choix les plus justes et les plus alignés qui vont nous permettre de cheminer vers un chemin le plus bénéfique pour nous, par rapport à l'essence même de notre âme et en fonction de ce qui est aligné pour nous, en fonction de ce qui fait vibrer notre âme et en fonction de finalement qu'est-ce qu'elle a choisi de venir expérimenter sur Terre aussi quelque part. Donc c'est en ça surtout
que je dirais que peut-être que la conscience supérieure va avoir des informations qui vont être parfois peut-être encore plus justes et peut-être encore plus précises parce que Plus direct. oui, plus direct et parce que tout simplement qui se connaît mieux que soi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là en fait. Donc c'est comme ça que je le perçois. Maintenant, la question du libre arbitre, c'est aussi une grande question. Moi, je crois beaucoup au fait que dans la vie, il y a des événements, des rencontres qui sont écrites et qui sont inévitables, mais je crois aussi beaucoup au fait que parfois, à certains carrefours de nos vies, on a le choix. Pour autant, j'ai déjà fait de l'hypnose régressive et quand on a posé cette question à ma conscience supérieure a dit que le libre arbitre n'existait pas et que c'était simplement une idée qui était plus confortable pour moi dans ma vie, tu vois, une vision qui était plus confortable. Plus Donc acceptable. voilà, comme quoi je pense qu'on ne peut jamais vraiment savoir, Ouais. mais voilà. Ouais, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas quoi. Oui. Ok, justement, tu parles d'hypnose régressive et dans ma pratique, moi, donc c'est en tout cas quand je suis avec Medium, c'est souvent les guides qui se présentent parce que c'est aussi le canal d'entrée de la médium principale avec laquelle je travaille, Virginie. Et je remarque qu'en fonction des guides, l'énergie qui est envoyée et surtout la précision des informations qui vont être données très différente en fait, n'a rien à voir. On va avoir des guides qui vont être très prolixes, très dans le détail, presque très organisés, très hiérarchisés, et d'autres qui vont se contenter de poser des questions en fait. D'où une certaine frustration parfois, je te le cache pas. Et comment toi tu analyses ça quelque part? Est-ce que c'est la personnalité du guide ou est-ce que c'est la vibration finalement du consultant qui fait que c'est le type de réponse qu'il doit obtenir? Un peu des 2, je pense. Un peu des 2. Moi, je trouve que les guides, de manière générale, ont beaucoup d'humour, vraiment. L'humour, ça, c'est un truc que je retrouve très souvent, énormément. Et après, la différence des messages transmis et leur précision et la forme aussi sous laquelle les messages sont transmis, je pense que ça dépend un peu des 2. Franchement, un peu des 2. Je pense que ça dépend, en fait, en fonction de la personne, donc de la personne humaine, donc de son âme en fonction de son cheminement et de où est-ce qu'elle en est, elle aussi, en tant qu'âme. Parce que, évidemment, je pense que, par exemple, quelqu'un qui vient sur Terre avec une mission très différente de la mienne va peut-être avoir un guide un peu moins tourné, justement, vers tout cet univers très spirituel, etc. Peut-être que je me trompe, hein, mais tu vois, c'est un peu l'interprétation que j'en ai aussi, en fonction du cheminement de notre âme aussi, de là où est-ce qu'elle en est, quoi, dans son parcours. Et je pense aussi que pour autant, le guide en lui-même, l'énergie du guide, a une identité, tu vois, et a un caractère. Et donc, je pense que ce guide, avec cette identité et ce caractère, va être attribué à une âme qui va s'incarner du coup en humain, en fonction de ce que cette âme-là a besoin d'expérimenter et de cheminer. Je pense qu'un guide, encore une fois, je reprends le même exemple, mais qui est voilà, très tourné sur la spiritualité, qui a une connexion aussi où voilà, lui, son rôle justement en tant que guide, c'est aussi d'élever les consciences, ce genre de choses. Donc, peut-être qu'il va avoir plus de sens à travailler avec une âme incarnée sur Terre qui a des capacités un peu comme ça extrasensorielles, où ça fait aussi partie de son plan d'incarnation, plutôt que avec quelqu'un qui va avoir une mission peut-être plus individuelle, plus ancrée, plus cartésienne, je sais pas. Hein. Là, c'est vraiment une réflexion que je me fais, mais j'aurais tendance à dire ça, en tout cas, comme réponse. Mmh. Et toi, ton ou tes guides, comment tu les perçois? Il va y avoir différentes énergies. Déjà parmi mes guides défunts, je vais avoir des ancêtres et notamment mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère qui est là pratiquement tout le temps avec moi, donc que je n'ai pas connue, mais qui est vraiment très très présente. Et mais au-delà de mes proches défunts, ou du moins de ma lignée, tu vois, voilà, de mes ancêtres, il va y avoir
d'autres énergies. Alors parfois ça va prendre une forme que je vais réussir à percevoir presque comme une forme un peu humaine, presque comme une silhouette, et parfois ça va prendre la forme d'une forme justement, de quelque chose de très abstrait, de très vaporeux un peu, enfin voilà, vraiment comme une bulle un peu, quelque chose de vraiment pas du tout palpable. Et après par contre ça va se faire en termes du coup, d'énergie. Effectivement, chaque, guide, je sens qu'ils vont avoir, une «utilité» entre guillemets, je sais pas si je peux dire ça, mais, Ouais, une spécialité, quoi. une spécialité, c'est ça, une spécialité. Par exemple, mon arrière-grand-mère, je sais qu'elle, ça va beaucoup être plus avec le contact avec les défunts. Quand je suis en guidance, j'ai pas toujours eu la présence, en tout cas, je l'ai pas toujours conscientisé, la présence de mon arrière-grand-mère. J'ai plus conscientisé, un guide, c'est voilà, justement, celui qui est un peu, vaporeux comme ça, tu sais, très impalpable. Là, c'est vraiment une énergie. Quand j'ai besoin de protection, par exemple, je sais que c'est ce guide-là parce que c'est une énergie vraiment extrêmement, forte en termes de protection, et je pense justement, par exemple, que ce guide-là, moi, m'aide dans mon cheminement et dans mon parcours pour quelque part me protéger aussi parce que, voilà, l'invisible, il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi une grande part d'ombre, donc j'ai l'impression, par exemple, que cette, que ce guide-là m'aide en ce sens-là. Mmh. D'accord. Et il te parle et enfin, c'est de la clairaudience externe, interne? Comment ça fonctionne? C'est de la clairaudience interne, ça m'arrive d'avoir de la clairaudience externe, mais c'est plus quand je suis en phase de demi-sommeil, tu vois? Ou des fois on va me chuchoter à l'oreille, mais c'est pas mes guides, en général c'est les défunts, et ça c'est, une des choses qui m'a terrorisée quand j'étais petite, donc j'ai demandé à ce que ça n'arrive plus. Donc parfois voilà, ça arrive, mais c'est quand même très rare. Sinon, de manière générale, c'est justement de la clairaudience interne, de sorte à ce que, ça me fasse pas revivre un peu les traumatismes que j'avais quand j'étais petite. Donc c'est-à-dire que je vais pas entendre quelqu'un me chuchoter à l'oreille, mais je vais entendre une voix dans ma tête. Et quand c'est mes guides, c'est toujours ma voix. Quand c'est un défunt, c'est la voix du défunt. Mais quand c'est mes guides, c'est toujours ma voix. J'ai jamais entendu, une voix, tu vois, féminine ou masculine, c'est toujours ma voix. Tu as dit tout à l'heure que tu utilisais des supports de cartes. La question qu'on pourrait se poser, c'est, en quoi c'est nécessaire finalement? C'est vrai, déjà parce que j'adore ça. J'adore les cartes. Je trouve que c'est un outil, déjà très beau. J'aime beaucoup juste, tirer les cartes, mais c'est très juste ce que tu dis puisque très souvent, je dirais même 85 du temps, quand je suis en guidance, je vais transmettre des informations, des ressentis par rapport à ce que la personne va me dire, et ensuite je vais venir tirer les cartes et au final les messages sont les mêmes, mais vraiment. Peut-être qu'il peut y avoir quelques petites précisions, mais en général le message, au global, c'est le même. Maintenant, j'ai remarqué aussi que les personnes qui me consultent aiment que je tire les cartes. Tout simplement parce que souvent ça vient un petit peu comme appuyer, et tu vois, c'est un peu cette idée de: «OK, bon, bah, sur un jeu de 80 cartes, elle a pas pu choisir que des cartes positives. Donc si elle a tiré des cartes positives, c'est que, OK, vraiment, c'est que ça roule et que je suis dans le bon chemin. Ou bien, si elle a tiré, ces cartes-là un peu de défi et c'est justement le petit attention qu'elle m'a dit en tout début de séance, bon bah, très certainement que, OK, là, le message doit vraiment être passé. Donc je pense que c'est plus aussi un outil, d'accessibilité, tu vois, aussi. Et voilà, ça permet, d'avoir un support un peu, visuel aussi, donc mais en soi, l'utilité, au sens propre du terme, non, effectivement, je suis pas sûre que ce soit, hyper utile. Est-ce qu'il y a des fois, des guidances où, on te dit, bah, on te dit rien? On te dit: «Non, on te dira rien». Ou qu'on te dise: «Bah, non, la personne, elle a rien besoin d'entendre, quoi». Pas vraiment. Rien besoin d'entendre, ça arrive pas trop. Maintenant, en général, disons que mes guides sont un peu plus, ils arrondissent un peu plus les angles. C'est vrai ils sont pas hyper tranchés, ça dépend des sujets. Mais de manière générale, si on respecte, et j'en parlerai juste après, mais si on respecte les sujets que moi j'ai choisi d'aborder en guidance, en général, non, ils vont pas être aussi tranchants. Mais par contre, ils vont avoir tendance à dire des choses comme, «Suis ton cœur, suis ton intuition»,
reconnecte-toi à ton cœur, ce genre de phrases parfois où on tourne beaucoup en rond pendant une guidance parce que c'est un peu tout ce qu'on répète et où la personne à la fin est assez frustrée justement que je lui ai pas donné la réponse et le choix à faire, tu vois. Mais en soi, voilà, c'est pas à moi de prendre les décisions à sa place dans sa vie et c'est pas au guide non plus. Le but c'est voilà de te guider, mais c'est vrai que parfois il y a certains guides en fait. Et certaines personnes aussi, soit on va avoir besoin de mettre un petit coup de pied aux fesses, soit on va avoir besoin de dire bon bah là c'est bon, t'en demandes trop ces derniers temps. Maintenant, à toi aussi de te reconnecter à ce qui te parle et à ce qui fait sens dans ton cœur, tu vois. Donc cette idée de suivre ton cœur. Donc bon, ça revient un peu au même de ce que tu me disais, mais c'est dit d'une façon différente, on va dire. Mais toi, ça doit te frustrer aussi, du coup. Ça me frustre, mais oui et non. Je pense que ma casquette d'humaine qui a envie de bien faire son travail et de bien répondre aux attentes du client, en fait, clairement, tu vois, peut être frustrée. Mais la casquette médium qui, du coup, travaille main dans la main avec les guides, elle est plus en mode bah oui, en fait. Tu vois, elle est plus dans le sens des guides, justement. Donc, non, je dirais 50-50. Mais si je peux faire une précision du coup sur ce que je disais juste avant, il y a des sujets par contre effectivement que moi je vais pas du tout traiter où j'aurai jamais 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 de réponse. Quand c'est des sujets par exemple autour de la maladie, autour de la santé, autour de la grossesse, c'est à peu près tout. Et quand il s'agit d'une tierce personne, donc par exemple la vie d'une personne qui n'est pas présente pendant le rendez-vous, enfin qui n'a pas donné son consentement, ça moi c'est des informations que je n'ai pas du tout et que j'ai toujours demandé à ne pas recevoir. Ouais, j'allais te le dire, c'est parce que tu as demandé à ne pas les avoir, c'est ça? Oui, j'ai demandé à ne pas les avoir. Sur le sujet de la grossesse, j'avoue que des fois, je peux l'avoir, mais je ne le transmets pas. Je transmets pas ces informations-là. D'accord, ça veut dire que ton éthique personnelle, quelque part, et donc par extension, ce que tu as demandé à tes guides, c'est de ne jamais parler de tout ce qui a trait à la maladie ou aux autres qui ne sont pas concernés directement dans la séance ou à ces sujets de maternité, quoi. Oui, exactement. Et en fait, je te dis pourquoi, c'est tout simplement parce que, bon, bah, déjà, il y a aussi un cadre éthique et enfin, un minimum, quand même de loi, tu vois? Typiquement, ça peut vite s'apparenter à de l'exercice illégal de la médecine donc enfin, bon, il y a des choses quand même où tu peux pas dépasser le cadre. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que, comme je te le disais, j'ai dû déconstruire beaucoup de choses en lien avec ma légitimité. J'ai dû déconstruire beaucoup de choses en lien avec la connotation très péjorative aussi que peut avoir ce métier-là, justement de charlatan, d'arnaqueur, d'abuseur, de personnes qui justement dépassent le cadre et les limites. Et comme j'ai dû déconstruire tout ça, ça m'a demandé aussi moi de m'imposer vraiment un cadre hyper strict que j'ai décidé de ne jamais dépasser pour ne rien avoir à me reprocher en quelque sorte. Mais c'est limite plus vis-à-vis de moi-même que pour l'autre, tu vois, enfin, ou autant, je dirais, tu vois, il y a vraiment ce truc-là, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de réseaux sociaux, toi qui es principalement visible sur ces réseaux, qui a eu ta notoriété grâce aux réseaux, comment tu vois, comment tu perçois tout ce contenu qui, moi, parfois, ça me submerge. Je me dis, wow, ça c'est too much. Et puis j'ai peur pour les gens. Je me dis, mais comment tu fais le tri dans tout ça, quoi? Ouais, ben, ça, c'est un gros sujet, c'est un très gros sujet. J'avoue que, moi, je suis beaucoup dans mon monde, je suis beaucoup dans ma bulle. Typiquement, par exemple, souvent les personnes qui sont, déçues de ne pas avoir pu prendre un rendez-vous avec moi parce que, ben, comme je te disais, mon planning a tendance à être, vite complet quand je le mets en ligne. Donc forcément, ça fait toujours des personnes déçues et frustrées qui me demandent: «Ben, qui est-ce que tu peux me recommander? Est-ce que tu as pas une consoeur médium?» et cetera. Moi, en général, je dis que non. Je connais personne aujourd'hui en qui j'ai réellement confiance, que moi-même, par exemple, j'ai pu expérimenter, où je pourrais vraiment parce que je trouve que c'est quand même une responsabilité que de recommander quelqu'un, tu vois? Si tu as jamais fait l'expérience, tu as beau avoir un bon feeling, une bonne intuition, ça voilà, je trouve que ça demande quand même une responsabilité donc très souvent, je dis que non parce que, ben, principalement aussi du fait que, comme je te disais, je suis beaucoup dans ma bulle, je suis beaucoup dans mon monde, je suis très peu au contact, de consoeurs ou de confrères, hein. Enfin franchement je suis vraiment beaucoup dans mon coin et même dans ma consommation de contenu,
J'ai les comptes, moi je suis beaucoup sur Instagram, donc j'ai les comptes Instagram que j'aime depuis des années et que je continue de consulter. Mais je vais pas beaucoup m'abonner à de nouveaux comptes ou aller voilà, consommer du nouveau contenu. Donc de manière générale, c'est vrai que je suis beaucoup dans ma bulle. Maintenant, j'ai découvert TikTok il y a pas si longtemps que ça, et j'ai découvert un monde assez surprenant, notamment des lives TikTok, etc., où je suis un peu tombée de haut. J'étais vraiment en mode, je me dis, purée, pourtant, je suis pas vieille quand même. Mais bon, là, j'avoue que je me reconnais pas. Non, je me reconnais pas du tout. Et en fait, comme tu peux le dire toi-même, comment on fait pour pas perdre les personnes, enfin, comment les personnes ne font pour pas se perdre avec tous ces termes. Et puis, euh, en fait, c'est. Comment dire ça? Si je peux juste résumer ça, c'est ce truc où moi, quand j'ai créé Histoire Céleste, mon premier objectif, c'était de rendre cet univers justement spirituel, ésotérique, le plus accessible possible. Que vraiment, que vraiment accompagner les personnes à se reconnecter à leur spiritualité de la manière la plus accessible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ça, mais sous couvert de mots les plus complexes possibles, de concepts les plus complexes possibles. Et c'est à celui ou à celle qui va en savoir le plus, qui va avoir sa vérité la plus définie sur ce qui existe de l'autre côté, etc. Comme si limite, c'était presque une honte de dire qu'on ne sait pas, alors que pour moi, la base, je pense, pour avoir confiance en quelqu'un, justement dans ce milieu-là, c'est quelqu'un qui saura dire je ne sais pas, ou je pense que, mais encore une fois, je suis vraiment pas sûre, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis ça, mais... Ouais, bien sûr. Ok, très intéressant. Tu nous as dit en introduction que dans la palette de ce que tu proposes, il y a aussi des accompagnements en présentiel ou à distance. Comment ça fonctionne et à quoi tu accompagnes en fait? C'est quoi ces cercles dont tu parlais? Alors, ce sont des cercles rituels à différents passages de l'année. Donc, je le fais principalement à chaque saison de l'année, donc solstice, équinoxe. Et ce sont des ateliers que je propose en présentiel au Centre Namasté à Aigues-Mortes, euh, où en fait le but c'est de se réunir pendant 1 heure et demie, 2 heures, où on va venir ritualiser ce passage-là. Donc c'est des moments en fait qui nous permettent d'appuyer un peu sur pause, de se reconnecter à l'instant et de se connecter surtout aux énergies de cette saison. Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre cette saison? Comment est-ce que je peux faire le lien avec la nature? Comment est-ce qu'elle est en ce moment la nature? En fait, c'est vraiment, y a rien de compliqué encore une fois. C'est vraiment juste se permettre de se reconnecter dans l'instant présent parce qu'on est dans une société où les jours passent comme des heures, quoi, tu vois. Où des fois, on est... typiquement, on arrive en mai. Moi, je suis toujours bloquée début avril. J'ai même pas vu le mois passer. Et donc, ces moments-là, justement, je trouve qu'ils te permettent de te réancrer et de prendre conscience de comment les énergies extérieures, elles bougent, elles évoluent et comment ça peut avoir de l'impact aussi à l'intérieur de toi et dans ton cheminement personnel. Donc ça, ce sont des ateliers et des cercles, des rituels que je mène en présentiel. Bon, j'avoue que là, comme le podcast, j'ai un peu délaissé cette partie-là dans cette première partie d'année 2024 parce que j'ai encore une fois beaucoup de mal à trouver mon équilibre. Donc voilà, j'essaye petit à petit de reprendre tout ça. Mais c'est en ça que ça consiste et à terme, j'ai à cœur aussi de le mener en ligne. Pour l'instant, c'est essentiellement en présentiel, mais j'ai à cœur de le mener en ligne, ouais. Ok, super Charlotte. On va terminer cet épisode par te poser deux questions que je pose quasiment systématiquement à tous les intervenants. Donc, la première question, c'est dans ton parcours, dans ton éveil, euh, quelles sont les personnes, les auteurs ou les personnes voilà, que tu as suivies dans ce monde de la spiritualité et qui continuent de t'inspirer aujourd'hui? Alors déjà, très sincèrement, je dirais ton podcast. Vraiment, avec beaucoup de sincérité. Les lectures, on m'en demande souvent, mais en fait, je lis pas tellement tout ce qui est des ouvrages vraiment tournés vers l'ésotérisme et la spiritualité. Genre, j'ai lu, par exemple, tu sais, les ouvrages d'Alan Kardec, ça, je les ai lus. Mais c'est pas... en tout cas, moi, c'est pas ce qui m'a parlé le plus et ce qui m'a le plus
fait vibrer, quoi. Vraiment, où je me suis dit, ah là, c'est une révélation, tu vois. Mais pour autant, ça peut être super intéressant et hyper riche, notamment sur tout ce qui tourne au monde des défunts, des entités, des âmes, etc. Euh, Maintenant, il y a un livre, par contre, aussi, qui m'a beaucoup marqué, mais qui est plus un roman, mais qui, justement, je trouve très accessible quand on est dans une période de sa vie où on a un peu envie de se reconnecter à l'essentiel et justement à cette part de spiritualité qui est totalement accessible en nous tous et en nous toutes. C'est le livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, que j'ai trouvé magnifique. Tu vois, j'ai des proches qui l'ont un petit peu moins aimé parce qu'elles ont trouvé effectivement, notamment ma maman, en fait, elle avait l'impression de revivre des choses qu'elle avait déjà lues dans d'autres livres, mais parce que comme l'auteur le dit elle-même, en fait, elle s'est inspirée de beaucoup d'autres ouvrages, mais qui sont peut-être justement moins accessibles pour quelqu'un qui aurait envie de s'initier, tu vois. Donc Kilomètre Zéro de Monankawa, c'est vraiment un très très beau livre, je trouve en tout cas. Et ensuite, en termes de podcast, parce que moi, du coup, c'est beaucoup, beaucoup de podcasts que je vais écouter. Donc, comme je te disais, il y a le tien, évidemment. Il y a celui de Noélie Salguera qui s'appelle Pouvoir caché, que j'aime beaucoup aussi et qui allie à la fois le côté spirituel, mais aussi avec des sujets un peu plus ancrés aussi. Donc, j'aime bien aussi sa perception des choses. Et sinon, un dernier peut-être que je pourrais citer et que j'écoute plus aujourd'hui, mais qui au début m'a beaucoup parlé, c'est le podcast de La Petite Voix. La Petite Voix, ça, et le podcast Métamorphose aussi. La Petite Voix et Métamorphose, je les ai beaucoup, beaucoup écoutés au début quand je me suis reconnectée un peu à tout ça. Eh bien, super, c'est noté. Dernière question donc, pour les personnes qui s'éveillent tout juste à ce monde de l'invisible au sens large, est-ce que tu as un conseil à donner pour bien entamer ce chemin? Je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est surtout de se faire confiance, d'avoir confiance en ce qui résonne en nous et d'avoir confiance dans les petits signaux du corps. C'est-à-dire que tu l'as dit toi-même dans cet épisode, je pense que dans ce monde-là, spirituel et ésotérique, personne ne détient la vérité, l'unique et seule vérité. Euh, L'idée, c'est vraiment d'arriver à voir ce qui fait sens pour nous et ce qui fait écho en nous. Peut-être que moi, il y a des choses, des concepts, des rituels ou que sais-je, qui vont pas du tout me parler et qui vont pas du tout faire écho en moi, mais qui pour autant vont parler à quelqu'un d'autre et vont l'aider dans son cheminement. Donc je dirais que c'est vraiment de toujours se faire confiance, de toujours écouter son cœur et son corps, parce que le corps nous parle aussi quand, ok, là ça résonne et là ça résonne pas, il y a des petits trucs en nous qui se passent. Euh, et vraiment, moi, souvent, quand les personnes me posent des questions, je suis toujours très honorée de ça, mais j'ai toujours l'impression qu'on me place un peu justement sur une place qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire je vais demander à Charlotte parce que Charlotte, elle va savoir, elle va me donner la réponse, elle va m'aiguiller. Et en fait, non, pas forcément. Et parfois, c'est ce que je dis, c'est que peut-être que toi, tu sais mieux que moi, mais très certainement d'ailleurs, parce qu'en fait, tu sais mieux que moi dans le sens où ce sera ta propre vérité. Donc voilà, toujours être dans cette ouverture, parce que c'est hyper intéressant de partager, c'est hyper riche, mais toujours se rappeler que le plus important, c'est vraiment voilà, de se reconnecter à ce qui fait sens pour nous et ce qui nous parle. Eh bien, on va terminer cet épisode sur ces paroles très sages, en te remerciant à nouveau, Charlotte, pour ce moment passé avec toi et en remerciant évidemment tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci beaucoup Xavier.